Le lundi 8 décembre 2025, le président sortant Alassane Ouattara prêtera serment en vue de maintenant exercer son deuxième mandat sous la Troisième République. Alors, avant de parler de la cérémonie d'investiture, je pense qu'il est naturellement admis de pouvoir établir un tant soit peu le bilan de la dernière élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre 2025. C'est une très belle date parce que c'est facile à retenir, ça fait 25-10-25, donc techniquement, c'est quelque chose dont on pourrait se souvenir même 50 ans plus tard. Mais alors, si nous devons nous souvenir de cette échéance présidentielle, cette échéance électorale, qu'est-ce que nous devons garder à l'esprit? Quels ont été les points positifs? Et naturellement, quels sont ou quels seraient les points à améliorer? Alors, c'est ce que nous allons présenter ici, c'est ce que nous allons essayer de voir tous ensemble, naturellement sur notre podcast à tous, notre podcast préféré qui est dédié au sujet de développement que j'ai nommé Smart Intellectual Knowledgeable African Talks. Je suis ravi d'être avec vous, moi c'est Sika. Et c'est vraiment un plaisir de refaire surface et de partager avec vous mes perspectives. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé, mais ce podcast est ouvert à des contributions. Donc, si vous avez également des sujets qui vous passionnent, aussi bien en rapport avec la Côte d'Ivoire, donc l'Afrique francophone, que l'Afrique anglophone, eh bien, vous pouvez me contacter dans la barre des commentaires, c'est beaucoup plus simple, ou bien procéder tout simplement par email à l'adresse pod.sikatalks@gmail.com. On pourra échanger et on pourra également préparer ensemble le format du prochain épisode pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, c'est un podcast qui discute essentiellement des questions de développement, donc au niveau économique, au niveau social, au niveau politique et en rapport exclusif avec le continent africain. Donc si ce sont des choses qui vous parlent, vous êtes à la bonne adresse et voilà, faites comme chez vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche également pour ne rien manquer. Ce mois de décembre, nous allons avoir beaucoup d'épisodes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés et comme vous allez le remarquer, alors on a pris le temps vraiment de ne pas se précipiter dans l'analyse. Vous savez, je pense que l'une des particularités de Sika Talk, c'est que c'est vraiment une chaîne qui fait de l'analyse critique. Et pour pouvoir faire de l'analyse critique, il n'est jamais conseillé de réagir à chaud. Il faut prendre le temps de réagir après que les événements se soient passés. Il faut également prendre le temps de réagir, pourquoi pas, après même que les premiers impacts se soient fait sentir, afin de pouvoir vraiment dresser un tableau analytique qui soit à la fois concret, mais qui soit également pertinent. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et c'est vraiment la raison pour laquelle vous allez remarquer que les sujets que nous allons développer tout au long de ce mois de décembre, tous ensemble, avec vous et avec moi, naturellement, seront des sujets d'actualité qui sont déroulés peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois, on va dire, quelques mois. Mais je pense que maintenant que la tempête est passée, il est beaucoup plus intéressant de les commenter. Et donc le premier exercice, naturellement, c'est celui de l'élection présidentielle. Alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, vous pouvez me dire dans les commentaires si, pour les Ivoiriens de la communauté, est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire au moment de l'élection ou bien est-ce que vous étiez hors de la Côte d'Ivoire et naturellement partagez vos impressions. Alors, cette élection était premièrement une élection qui normalement euh, devait porter beaucoup d'espoir. C'était une élection qui, à mon avis, et ça c'est mon avis personnel, c'était pour moi le premier vrai test de démocratie, le premier vrai test dont l'objectif en fait aurait été de sous-peser et d'évaluer la stabilité du système démocratique, la stabilité également du cadre institutionnel, mais aussi la stabilité et la maturité des acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc aussi bien les institutions,
les politiques, la société civile, etc. Et donc le premier constat que je fais après cette élection, c'est que malheureusement, c'est une élection qui n'a pas été en mesure d'offrir un débat contradictoire. C'est une élection qui n'a pas été en mesure de créer un climat de challenge. Mais quand je parle de challenge, je fais allusion ici à un challenge intellectuel, un challenge d'idées, un challenge d'apport au niveau des différentes politiques publiques qui ont été mises en place au cours des 25 dernières années, donc pour prendre la période de 2000 à 2025, et également pour challenger également les nouvelles propositions qui naturellement feront partie de la nouvelle vie constitutionnelle de l'État de 2025 à 2030. Il n'y a vraiment pas eu de débat à ce niveau parce que tout le débat, en fait, est resté cristallisé autour des personnes. Le débat en Côte d'Ivoire, aussi bien au cours de la période préélectorale jusqu'au jour de l'élection, ce sont vraiment, on va dire, où ça a été 10 mois pendant lesquels toutes les concentrations analytiques, tous les exercices critiques qui ont été faits autour des principaux acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et vous allez remarquer, pour ceux qui ont suivi l'élection, cette élection présidentielle, que les débats autour des projets de société, les débats autour des politiques publiques qui seront proposées lors de ce nouveau quinquennat, et même le débat autour des politiques publiques qui ont été proposées au cours des quinquennats antérieurs, eh bien, ces débats ont été très faibles. Alors, premièrement, ce sont des débats qui ont été très faibles et ce sont des débats qui ont malheureusement peu nourri le débat au niveau public. Et j'en veux pour preuve, comme je le dis, cette cristallisation vraiment des échanges qui a tourné autour de la personne de Monsieur Laurent Gbagbo, la personne de Monsieur Thiam, la personne de Monsieur Alassane Ouattara. Voilà, c'était vraiment des débats autour du sort politique, donc du sort politique des deux principaux opposants, également des débats autour de la décision même politique du président sortant. Et donc, on a vraiment évolué, on a baigné dans un climat où 90% des échanges ont tourné autour de ces personnes. Et pour moi, personnellement, pour un pays qui est aujourd'hui, on va dire, under the spotlight, un pays qui est aujourd'hui sous les feux des projecteurs au niveau international, aussi bien en raison de ses prouesses économiques, mais pas que économiques, il y a également toutes les prouesses sociales, il y a également même les prouesses sportives, on fait toujours allusion à la CAN 2023-2024 qui s'est très bien passée, soit dit en passant. Il y a également les prouesses sociales de tous ces Ivoiriens, tous les ambassadeurs du sport, les ambassadeurs au niveau académique qui ont été lauréats à des concours internationaux et qui ont contribué à vraiment redorer l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Et donc aujourd'hui, vous voyez que quand on parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement une question de croissance économique. Certes, il y a cette croissance économique, mais c'est une croissance économique qui fait partie des bons points. À côté de cela, on a vraiment les points que je viens de souligner. Et comme je le disais encore tantôt, quand un pays arrive à ce niveau, eh bien, il y a naturellement des progrès qui deviennent automatiques ou des progrès qui deviennent, on va dire, qui devraient suivre par défaut. Et quand on parle de progrès par défaut, on estime que pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui arrive à réaliser tout ce qu'il a réalisé au niveau macro et au niveau microéconomique, il va de soi que cela suppose que la classe politique gouvernante, mais également la classe politique qui est dans le siège ou dans la position de l'opposition, est également une classe politique qui est avisée, une classe politique qui est vraiment capable d'assurer la relève. Et au cours de ce débat, comme je le dis, c'est vraiment un élément qui a manqué pendant cette crise, pas cette crise, pardon, pendant cette période préélectorale jusqu'au jour J. On n'a vraiment pas eu de challenge, on n'a vraiment pas eu de candidat et même ça s'est senti parce que dans l'organigramme électoral, il n'y a eu que 2 semaines qui ont été consacrées
pour la période des campagnes. Alors, moi, personnellement, je m'interroge. Alors, je me dis, quand on déroule le processus électoral, c'est un processus qui est phasé. Il y a normalement, c'est un processus qui est phasé, il y a les différentes phases relatives déjà à la désignation des candidats par les partis politiques respectifs. Après la désignation des candidats, il y a la préparation des dossiers de candidature, le dépôt des dossiers de candidature, l'analyse des dépôts de candidature par par le Conseil constitutionnel et ensuite la validation. Après la validation, il y a la période de campagne. Mais pour moi, dans tout ce processus, il y a une période qui est très importante, c'est la période de pré-campagne. Parce que à la fin de la journée, l'élection présidentielle, je l'ai dit dans mes précédents épisodes, c'est un jeu du contradictoire. Donc l'élection présidentielle, c'est également un jeu du contradictoire, mais c'est un jeu de séduction. Et qui veut séduire doit pouvoir être en mesure de séduire sur des éléments. Soit on séduit sur la beauté de son programme politique, ou soit on séduit sur des accomplissements antérieurs qu'on a enregistrés ou qu'on enregistre à son actif, ou soit on séduit tout simplement par sa beauté. Naturellement, c'est faisable. On séduit aussi par son ethnie, son appartenance, son bord politique, etc. Mais en fait, le plus important pour moi dans la période de pré-campagne, c'est vraiment tout ce qui encadre vraiment le débat d'idées, tout ce qui encadre vraiment les politiques publiques, les différents concepts, les différents mécanismes qui seront mis en place pour améliorer déjà les conditions de vie des populations, mais pour améliorer également les indicateurs de performance économique. Qu'est-ce que le parti, par exemple, au pouvoir propose et qu'est-ce que les partis de l'opposition proposent? Et ce sont des débats qui doivent normalement nourrir l'actualité en amont de la tenue, par exemple, de l'élection présidentielle. Et moi, quand je fais ce bilan pour cette année 2025, pour l'élection qui s'est terminée il y a maintenant une quarantaine de jours, eh bien, c'est pour moi une élection au cours de laquelle le débat de fond, le débat des idéaux, le débat autour de l'offre politique n'a représenté à peine que 5 à 10%, pour être vraiment généreux, et 90% vraiment du fond de toile est resté concentré autour des questions relativement au statut, à l'éligibilité de certains candidats, etc. Et ça, c'est vraiment la première analyse que je voulais partager avec vous. Le deuxième élément très intéressant également à retenir de cette période, de cette élection de 2025, alors je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà mentionné, c'est une élection qui malheureusement, pour la 4e fois, n'a pas bénéficié de l'offre politique du PDCI-RDA, qui est non seulement un parti emblématique, mais qui est également un parti qui fait vraiment partie de ces acteurs-là qui sont, pour ma part, indispensables même à la vie politique, à la vie démocratique. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous découvrez cet épisode, je pense que j'ai fait des épisodes. Les épisodes précédents vont vous permettre vraiment de comprendre le fond de ma pensée. Mais le deuxième point que j'aimerais vraiment mettre en avant ici, c'est la question de la participation à l'élection. Donc c'est vraiment la question du suffrage. Alors, vous allez voir que pour la petite analyse, on va remarquer une chose, hein. En 2025, alors c'est une élection qui a suscité beaucoup d'intérêt. Déjà, l'intérêt, il peut se quantifier. Comparé à 2020, vous allez voir que le nombre de personnes qui étaient inscrites sur la liste électorale en 2020 était approximativement de 6 millions de personnes. Okay? Et si on veut arrondir, on pourrait dire même 6 millions et 100 000 personnes en 2020 qui étaient inscrites sur la liste électorale. 5 ans plus tard, pour cette élection de 2025, on avait plus de 8 500 000 personnes, soit
plus de 2 500 000 personnes qui se sont rajoutées à la liste, au nombre, pardon, de personnes inscrites sur la liste en 2020. Ça veut dire que de 2020 à 2025, il y a de nouvelles personnes qui ont jugé bon quand même de se faire enrôler en vue de pouvoir naturellement exercer leur droit civique, qui est celui de participer à la vie de la nation à travers l'expression de leur suffrage. Et on remarque vraiment qu'en 5 ans, on a eu en moyenne 500 000 personnes par année qui déjà, premièrement, par hypothèse, ont atteint l'âge de la majorité. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on a également des nouveaux votants. Donc on a des personnes qui n'ont jamais voté depuis leur âge de la majorité et qui ont décidé, pourquoi pas, de s'essayer en 2025. Voilà. Donc, ce sont vraiment les deux hypothèses qui nous permettent déjà de justifier l'augmentation, en fait, du nombre de personnes sur la liste électorale. Mais alors, quand on a fini de faire cette analyse, on se dit normalement que si on a obtenu plus de personnes sur la liste électorale en 2025, cela veut dire que naturellement les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont beaucoup plus intéressés maintenant à la vie politique, aux activités politiques, à l'action politique. Et normalement, cela devrait se ressentir dans le nombre ou dans le pourcentage de personnes qui vont naturellement participer à l'élection. Mais vous allez remarquer que ça n'a pas été le cas. En 2020, encore une fois, on va faire vraiment cette comparaison sur vraiment ces 5 dernières années. En 2020, sur les 6 millions de personnes qui étaient inscrites, on a eu 3 200 000 personnes qui ont voté. Donc, vous voyez que on est sensiblement à une moyenne de 50%. 6 millions de personnes inscrites, 3 200 000 personnes qui votent, ça veut dire qu'on a 2 800 000 personnes qui se sont abstenues de voter, qui n'ont pas pu voter ou qui se sont abstenues de voter. Mais dans tous les cas, ce sont 2 800 000 Ivoiriens et Ivoiriennes qui n'ont pas participé au vote, quand bien même ces personnes se seraient inscrites. En 2025, sur les 8 500 000 personnes enregistrées, c'est encore 4 200 000 personnes. Donc, c'est encore sensiblement la moyenne. C'est la même moyenne. Donc, on est sur une moyenne de 50% de participation. Alors, pour moi, en fait, ça pose un grand problème. Il faut se poser des questions. Alors, quand je faisais mon analyse, nous sommes passés de 6 millions à 8 500 000 personnes en 5 ans, soit 500 000 personnes par an, par exemple. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi des personnes décideraient de s'inscrire sur la liste électorale, mais ces dernières refuseraient de prendre part au vote. Je ne sais pas en fait si c'est une question qui est pertinente à vos yeux, mais je vais essayer de faire une analogie. C'est un peu comme si vous décidiez aujourd'hui d'acheter un ticket de concert, le ticket de concert de votre artiste préféré, l'artiste que vous aimez le plus. C'est un artiste qui vous a bercé, qui est vraiment, qui vous rappelle de très bons souvenirs. Et vous décidez d'acheter son ticket. Vous achetez son ticket 1 an à l'avance et une semaine avant la date du concert ou même le jour du concert, sans que vous ne soyez malade, sans que vous ne soyez en voyage, pour aucune raison, vous décidez de ne pas y aller. Mais ça pourrait être choquant parce que on estime que déjà, l'élément qui vous a motivé à l'achat du ticket, c'est parce que vous vouliez voir votre artiste prester. Donc, quand vous allez acheter le ticket, personne n'achète un ticket de concert en se disant que je n'irai pas au concert le jour J. Généralement, les gens ne se rendent pas au concert en cas d'imprévu ou bien en cas de raison vraiment valable. Naturellement, on peut décider de ne pas y aller sur le coup, mais je veux dire, quand on achète son ticket un mois avant ou même 1 an avant, on ne planifie pas de ne pas partir au concert. Et donc, c'est à peu près la même analyse que je me permets de faire ici avec l'élection.
En 2020, on a 6 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste. En 2025, nous en avons 2 500 000 supplémentaires qui s'ajoutent à ces 6 millions et qui font donc passer la population électorale de 6 millions à plus de 8 500 000. Mais on se dit normalement que les personnes qui viennent s'inscrire, en plus de celles qui étaient déjà inscrites, mais elles ont naturellement à cœur de pouvoir voter en 2025, de voter aussi bien pendant les présidentielles, les législatives et les municipales, et naturellement pendant ou au cours de toute autre élection prévue par le code électoral ou prévue par l'organigramme politique. Mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est vraiment une question à laquelle on devrait s'interroger. Il y a clairement, la première hypothèse, c'est l'hypothèse suivante. Premièrement, il y a un engouement. Il y a des personnes, il y a des nouveaux majeurs, il y a également des adultes qui voudraient s'intéresser à la chose politique en Côte d'Ivoire. Mais le problème peut-être, pourquoi ces personnes n'ont pas pu voter, on ne sait pas, mais ça pourrait également se résumer par l'absence de variété au niveau de l'offre politique. Vous savez, parmi ces 8 500 000 personnes enregistrées, il y a naturellement des personnes de divers bords politiques. Ce qui veut dire que naturellement, 5 ans avant l'élection présidentielle, lorsqu'une personne décide de se faire enrôler, elle décide de le faire avec avec l'assurance ou ou en étant dans l'hypothèse qu'elle pourra donner sa voix au candidat qui représente son idéal politique ou tout simplement au candidat qui est membre de son parti politique. Et pour moi, en fait, en 2025, avoir cette population électorale grandissante, avoir cet intérêt de la part des Ivoiriennes et des Ivoiriens et avoir en face une offre politique qui n'est pas été en mesure de s'aligner qui n'est pas été en mesure en fait de s'aligner au dynamisme en fait au niveau de la population électorale. Pour moi, c'est un gros problème. Pour moi, vraiment, c'est un gros problème parce que avoir un taux de participation de 50% au cours de 2 élections successives, ça veut tout simplement dire qu'il y a vraiment un gros malaise. Et ce malaise, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il se situe au niveau des candidats eux-mêmes ou est-ce qu'il se situe au niveau de l'absence de débat autour de l'offre politique? Ou est-ce qu'il se situe tout simplement ce n'est même pas une question d'absence de débat. Ça pourrait également être une question de non-satisfaction de la population ivoirienne. Est-ce que ces personnes qui aujourd'hui sont appelées à exercer leurs droits civiques, est-ce que ces personnes-là estiment que leur voix est entendue? Est-ce que ces personnes-là estiment que l'État œuvre quotidiennement dans le but de pouvoir vraiment améliorer leur quotidien et de pouvoir également réellement entendre leur voix? Ce sont autant d'éléments qu'on pourrait mettre en jeu. Le troisième point de cette élection de 2025, à côté de la question de la participation, donc du taux de participation, eh bien, c'est la question même du suffrage. Alors, en 2020, le président Alassane Ouattara a été élu à 94%. 94%. C'est excellent. 94%, c'est excellent. Et en 2025, le président Ouattara a encore été élu à 89%. Donc, ça lui ferait normalement une moyenne de 90%, 90, 91%. Dans tous les cas, ça lui ferait une moyenne de 90%. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, tout simplement, sur les 50% de personnes qui ont voté en 2020 et en 2025, nous avons donc ici 9 dixièmes de ces personnes qui ont voté pour M. Ouattara. Et donc, si ces personnes ont voté pour Ouattara, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, ça veut dire tout simplement que
En termes d'idéal politique, en termes de doctrine politique, la doctrine la plus influente en Côte d'Ivoire depuis 2020, c'est la doctrine qui est portée par le RHDP. C'est la vision politique du RHDP, c'est la doctrine politique du RHDP, ce sont les idéaux politiques du RHDP qui sont clairement majoritaires et qui sont clairement populaires. Si on s'en tient aux chiffres, nous avons sur deux échéances électorales, nous avons plus de 90% des votants qui ont fait confiance au RHDP et qui ont adhéré au projet de société. Alors, ma question, quel est ce projet de société? Malheureusement, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre. En 2020, je ne sais vraiment pas quelle a été l'offre politique du RHDP. En 2025, je ne connais également pas cette offre. Mais la même réponse est également applicable pour l'offre politique du PPACI qui a pris part, on va dire indirectement, à travers le candidat Awa Donmelo. La même réponse est également valable pour tous les autres candidats qui ont pris part à cette échéance électorale. Et donc, le troisième point, vraiment, l'élément fondamental ici, c'est de comprendre ou c'est de retenir tout simplement la popularité. La popularité la popularité du président sortant, M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, par 2 fois, a remporté les 2 dernières élections avec des suffrages écrasants. Ce sont vraiment des suffrages qui sont vraiment incroyables dans la mesure où vous avez 90% de la population électorale, 90% d'un peuple qui clairement ou visiblement a choisi de faire confiance à un seul homme. Alors, quand on a fini de dire ça, eh bien, il faut également regarder un peu à l'offre en fait qui était proposée en 2020 et à l'offre qui était proposée en 2025. Alors, en 2020, on était dans un contexte assez particulier. Le PDCI, qui est l'un des plus grands partis politiques et qui est également, depuis 1999, qui fait partie des leaders de l'opposition, normalement devait prendre part à cette élection en 2020. Le FPI, qui est également un très grand parti, devait également prendre part à l'élection de 2020. Et accompagné d'autres partis d'opposition de catégorie B. Dans tous les cas, les partis de l'opposition de catégorie A, donc le PDCI et le FPI, étaient clairement en lice lors de l'élection de 2020. Que s'est-il passé? Le mot d'ordre a été donné pour la désobéissance civique. Et l'objectif de cette désobéissance civique, c'était de ne pas aller à l'élection présidentielle, de ne pas voter, de ne pas exprimer son suffrage au cours de l'élection présidentielle. Et donc, un mot d'ordre a été lancé demandant à tous les militants de ces partis politiques-là de ne pas voter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la Constitution ne détermine pas un quorum. La Constitution n'identifie pas un pourcentage minimum pour pouvoir valider ou invalider la légitimité et la légalité d'une élection présidentielle. Il n'y a pas de suffrage minimum qui soit déterminé. En d'autres termes, nulle part dans la Constitution ivoirienne, il est écrit que pour qu'une élection soit légitime ou soit légale, il faudrait qu'en plus de satisfaire aux critères d'admission ou de dépôt de candidature, aux critères d'admission des candidatures, il faudrait également que l'élection respecte un taux de participation minimum, par exemple, de 60% ou de 70%. Première condition. Deuxième condition, la Constitution ne dit pas également qu'il faudrait que les candidats, non pas les candidats, mais plutôt les votants ou les électeurs qui sont issus des partis politiques de l'opposition, que ces personnes-là votent au moins à 20% ou représentent au moins 20%
ou 30% par exemple des suffrages exprimés. Alors, ce que j'essaie de dire ici, c'est tout simplement que peu importe que l'opposition s'abstienne ou pas, l'élection présidentielle, si elle a sacrifié au respect des calendriers, si elle a sacrifié aux conditions prévues par la loi, sera toujours légitime et légale, qu'il y ait abstention de l'opposition ou pas. Mais à contrario, c'est un, c'est un mouvement, ou c'est une prise de position qui, elle, est très risquée pour l'opposition, tout simplement parce que nous sommes dans un jeu démocratique. Et dans la démocratie, c'est l'expression du suffrage qui vous octroie le pouvoir. Et donc, dès l'instant que vous décidez de ne pas participer à une élection présidentielle, vous décidez clairement de réduire vos chances à zéro et de ne clairement pas remporter l'élection. Et donc, même si on avait ce jour-là un seul Ivoirien membre du parti au pouvoir qui, lui, décidait de sortir et de voter, eh bien, l'élection présidentielle serait validée. Bon, c'est clair que ça, c'est un cas extrême. Mais je veux dire ici que en 2020, il faudrait qu'on comprenne une chose. Les 94% du président Ouattara, personne ne les conteste. L'objectif, ce n'est pas de les contester, mais l'objectif ici, c'est de vraiment les situer ou les mettre en relief et faire comprendre tout simplement que pour réaliser des scores pareils, dans une démocratie parfaite, cela est très difficile. Je vous prends l'exemple, même dans une famille où tout le monde s'aime, même dans une famille où vous avez vous partagez des liens très forts, il est très difficile de faire passer vos idées ou votre idée, tout simplement, même si elle est très bien, il est très facile de faire passer cette idée, surtout si vous avez des frères qui sont à peu près du même âge que vous. Si vous êtes un aîné avec qui il y a au moins 5, 10 ans d'écart avec les petits frères, les cadets, eh bien, parfois, vous pouvez bénéficier de cette seniorité pour faire passer vos idées. Mais lorsque vous êtes dans une famille où il y a relativement un écart de 2 ans et que vous appartenez tous à la même génération, lorsque vous atteignez la trentaine, la quarantaine, c'est très difficile de faire passer vos idées à l'unanimité ou même parfois à 90%. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, imaginez maintenant un contexte dans lequel vous êtes dans un pays, dans un État, avec des partis politiques qui sont présidés par des personnes charismatiques, par des personnes fortes, des personnes compétentes. Imaginez combien cela est difficile. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est vraiment, encore une fois, de souligner l'absence de contradictoire, l'absence de contradictoire, l'absence de variété. Mais contrairement à 2025, on ne peut pas imputer cette absence de variété au pouvoir en place. On ne peut vraiment pas leur imputer vu que c'est une décision. Le mot d'ordre de la décision publique a été une décision mûrement réfléchie et mûrement prise par l'opposition. Et donc ça, c'est le premier point. En 2025, on remarque encore une fois que M. Ouattara s'est fait élire avec 89%, ce qui reste encore excellent. Et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la famille, c'est le même, il reste applicable. Mais ici, contrairement à 2020, on a quand même, il y a quand même, il faudrait quand même diluer un tout petit peu. Alors, il faudrait quand même tenir compte du fait que, contrairement à 2020, il y avait une réelle volonté de l'opposition de participer ou de prendre part à cette élection. C'était une réelle volonté, mais c'est une volonté qui a rencontré certains obstacles. C'est une volonté qui a rencontré certaines barrières. Et parmi ces barrières, il y avait des barrières légales et il y avait des barrières aussi politiques. Dans tous les cas, il faut comprendre que en 2020, la victoire écrasante de M. Ouattara s'explique par la renonciation volontaire de l'opposition de participer à l'élection présidentielle. En 2025, la victoire écrasante de M. Ouattara pourrait s'expliquer par le fait que des verrous supplémentaires ont été posés et malheureusement, là où l'opposition a clairement manifesté le désir de participer à cette élection, elle n'a pas été en mesure de le faire. Mais en conclusion, je veux vraiment qu'on retienne de cette élection qui nous enseigne énormément de points. Ça nous enseigne énormément de choses. Et premièrement, on a tous remarqué
que c'est une élection déjà qui gagnerait pour 2030, pour 2035. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, les Ivoiriennes, les habitants et amis de la Côte d'Ivoire gagneraient à évoluer dans un climat, dans un contexte où le débat politique devient de plus en plus centré et développé autour des idées, autour des politiques publiques, autour des mécanismes pouvant favoriser la croissance et le développement social, économique, militaire, etc. Le deuxième point, c'est de comprendre également qu'il y a clairement une volonté du peuple ivoirien de vraiment participer à la vie de la nation. Il y a une volonté aussi bien au niveau des jeunes majeurs, des nouveaux majeurs, que des adultes, voilà, les jeunes adultes et même les adultes seniors, de pouvoir continuer à exercer leurs droits civiques et de pouvoir porter également les personnes qu'elles estiment les plus compétentes à la tête de la nation. Le troisième point qu'il faut retenir pour moi, pour ma part, sur cette élection, c'est de comprendre que parfois, on peut réaliser des scores, élevés, mais ces scores élevés ou ces pourcentages ou ces suffrages élevés qui portent une personne à la tête de l'État ne sont pas des garants ou ne sont pas des gages de popularité. Parce que la popularité, encore une fois, doit être prise ou doit être mise entre guillemets. La popularité doit être analysée et étudiée de manière circonstancielle. Essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce que un individu X ou Y a été en mesure de sécuriser un pourcentage aussi élevé. Est-ce que nous nous inscrivons dans un cadre, dans un contexte où en face de cet individu, l'offre était présente, la diversité était présente, le contradictoire était mis en place? Oui, mais encore une fois, il y a l'absence de ces cadors que nous connaissons tous, s'agissant de messieurs Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, qui a vraiment manqué de faire jouer qui a vraiment manqué de peser et qui a manqué également de renforcer l'impact de cette élection. Il n'empêche que l'élection s'est déroulée dans un contexte apaisé, très calme, dans un contexte vraiment très très calme, même si on a enregistré quelques heures dans certaines villes au niveau de l'extérieur d'Abidjan, mais dans l'ensemble, l'élection s'est très bien déroulée. Il y a eu plus de peur que de mal, mais heureusement, aucun dégât. Voilà, vraiment, il y a eu vraiment très peu de dérapages. L'élection s'est très bien déroulée. Les résultats également ont été disponibles sans trop grand suspense. L'attente n'a pas été éternelle. Et donc, tout ça, ce sont vraiment de très bons points. Donc, voilà, moi, je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont vécu cette élection, vous pouvez partager dans les commentaires vos impressions, laisser vos impressions. Et puis, naturellement, me dire ce que vous pensez de cette analyse post-électorale. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'écouter votre podcast préféré, Smart, Intellectual, Knowledgeable African Talks, le seul podcast où les vérités préconçues rencontrent toujours de puissantes perspectives. Merci et à bientôt.